Éloignez-vous de ma voiture. Le chef de la mafia grogna après la sans-abri aux cheveux emmêlés, ne sachant pas que cet inconnu était sur le point de sauver son hypercar à 3,8 millions de dollars et de le tirer d'un complot d'assassinat. De la fumée s'échappait du moteur de la Koenigsegg Jesko Absolute dans le quartier industriel de l'ouest de Chicago. Alexander Kane, le seigneur du crime le plus puissant de la ville, composait frénétiquement un numéro sur son téléphone. Pas de réponse. Ses gardes du corps étaient à 20 minutes. La foule grossissait. Le moteur propriétaire, irréparable en dehors de l'usine, continuait son râle d'agonie. Il avait 45 minutes pour rejoindre une réunion avec des chefs rivaux. S'il ne se présentait pas, c'était la guerre. Monsieur, votre système de refroidissement biturbo a une fuite dans la troisième vanne de dérivation. La femme débraillée s'approcha, les mains légèrement levées. Ses vêtements étaient déchirés. Son sac à dos était usé jusqu'à la corde. Mais ses yeux étaient vifs comme des rasoirs. Je peux le réparer en 15 minutes. Le doigt d'Alexander hésita au-dessus du numéro de la sécurité. Comment cette femme pouvait-elle connaître une technologie si avancée que seuls 3 ingénieurs au monde la comprenaient? Quel génie caché se tenait devant lui? Et pourquoi vivait-elle dans la rue? Dans les 60 prochaines secondes, tout ce qu'Alexander Kane croyait savoir sur le talent, la valeur et le jugement allait voler en éclats. D'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et appuyez sur ce bouton d'abonnement, car des histoires satisfaisantes comme celle-ci ne sont que le début. Alexander laissa échapper un rire, un son sec et rauque qui résonna dans le quartier industriel désert. « Folle de sans-abri », dit-il en toisant Evelyn avec un mépris non dissimulé. « Vous espérez me faire croire qu'une mendiante comprend une technologie que même l'équipe d'ingénieurs de Koenigsegg met des années à développer? » Evelyn ne broncha pas. Elle tint bon, ses yeux perçants fixés sur l'homme le plus puissant de Chicago. « Cette fumée bleu-gris, dit-elle en pointant le moteur qui gémissait et tremblait, signifie que le liquide de refroidissement fuit dans la chambre de combustion. Pas de la fumée noire de carburant, pas de la fumée blanche de vapeur. Bleu-gris, il n'y a qu'une seule cause. » Alexander se figea. C'était exactement la couleur qu'il voyait. « La température de votre moteur en ce moment, poursuivit Evelyn d'une voix calme, comme si elle lisait d'un rapport technique, est d'environ 218 degrés et elle augmente. Vous avez 28 minutes avant que le moteur ne meure complètement. Pas 30, 28. Alexander baissa les yeux vers le tableau de bord. Le chiffre sur l'écran indiquait 217 degrés. Son cœur cogna fort, un battement brutal. Comment savait-elle? Il se tourna vers la femme en haillons devant lui, l'esprit tournant à plein régime. « Qui vous envoie? » La voix d'Alexander devint froide, bordée de danger. « Foster, c'est son piège, n'est-ce pas? Il veut que je rate la réunion. » Evelyn poussa un léger soupir. « Si je voulais vous nuire, dit-elle lentement, chaque mot délibéré, je n'aurais qu'à rester là et regarder. Ne rien dire. Vous laisser attendre une dépanneuse pendant que l'horloge tourne. Je n'ai aucune raison de m'approcher de vous et de me mettre en danger. » Alexander serra les dents. Son raisonnement tenait la route. Si c'était un piège, elle n'aurait pas eu besoin de se montrer. Elle aurait pu simplement le laisser échouer. Le téléphone dans sa poche vibra. Marcus. « Patron. » La voix de Marcus était tendue à l'autre bout du fil. « C'est pire que ce qu'on pensait. Il n'y a pas de voiture de remplacement dans les 30 minutes. La Maybach est au nord de la ville et la Bentley est au garage pour maintenance. » Alexander ferma les yeux une seconde. « Et la route vers le quartier général? » « Bloquée. Accident de camion sur l'autoroute. La police a tout bouclé. Au moins 1 heure avant que ça se dégage. » « La sécurité? » « À 15 minutes de votre position. » 15 minutes. La réunion commençait dans 40 minutes. Même si la sécurité arrivait, il n'avait aucun moyen de l'amener au rendez-vous à temps si cette voiture mourait. « Patron, » continua Marcus, la voix baissant d'un ton, « si vous ne vous montrez pas, Foster prendra ça comme une déclaration de guerre. Vous savez qu'il attend cette occasion. » Alexander connaissait Daniel Foster, un vieux renard qui défiait son pouvoir depuis 2 ans. Il ne raterait pas le moindre signe de faiblesse. L'absence d'Alexander serait une invitation à une guerre sanglante. « Je te rappelle, » dit Alexander en raccrochant, se tournant à nouveau vers Evelyn. Elle était toujours là, patiente, ne montrant aucune peur, aucune nervosité, comme si elle s'était tenue devant des centaines d'hommes puissants et dangereux auparavant.
Vous avez deux choix, dit Evelyn, sa voix claire au-dessus du gémissement tendu du moteur. Vous pouvez appeler la sécurité pour m'arrêter, attendre une dépanneuse, rater la réunion et donner à Foster l'excuse qui l'attend. Elle fit une pause regardant droit dans les yeux d'Alexander. Ou vous pouvez me donner 15 minutes et arriver à l'heure à la réunion. Le silence s'étira entre eux, autour d'eux. La foule continuait de murmurer, téléphone levé, filmant. Alexander Kane, le caïd le plus redouté de Chicago, acculé par une sans-abri. Ils n'avaient pas le choix, et ils le savaient tous les deux. Alexander s'approcha jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres entre eux. Il faisait presque une tête de plus qu'elle, son ombre se déversant sur elle comme une menace silencieuse. Vous avez 15 minutes. Sa voix était basse et dangereuse, comme le grognement d'un prédateur. Ratez quoi que ce soit, même une seule vis, et vous regretterez d'être né. Evelyn ne recula pas d'un pouce. Elle hocha simplement la tête, imperturbable. J'ai besoin d'un crayon, du ruban adhésif résistant à la chaleur de la trousse de premier secours de la voiture et d'une bouteille d'eau. Alexander haussa un sourcil. De toutes les choses qu'elle aurait pu demander, c'était la liste la plus étrange qu'il ait jamais entendue. Alexander pensait qu'elle était folle. Un crayon, du ruban adhésif, une bouteille d'eau pour réparer une supercar valant 3,8 millions de dollars avec le moteur le plus complexe au monde. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il ouvrit la portière, sortit la trousse de secours et la bouteille d'eau minérale, puis tira un crayon de la poche intérieure de sa veste de costume. « Tenez !» dit-il en les lançant vers Evelyn avec un scepticisme non dissimulé. Evelyn les attrapa proprement. Pas un seul mot de remerciement, pas un regard perdu. Elle s'avança vers l'avant de la Koenigsegg et souleva le capot avec l'assurance d'un chirurgien entrant dans un bloc opératoire. Ses mouvements étaient précis, décisifs, sans une seconde d'hésitation. Alexander croisa les bras et regarda, s'attendant à moitié à ce qu'elle échoue, à moitié consumée par la curiosité de ce qu'elle allait faire. Evelyn cassa le crayon et retira la mine de graphite. Elle la posa sur le pare-brise et utilisa le fond de la bouteille d'eau pour la broyer en une fine poudre. Les éclats de graphite noir brillant scintillaient sous le soleil de fin d'après-midi. Ensuite, elle déchira du ruban adhésif résistant à la chaleur de la trousse de secours, gratta l'adhésif polymère du dos et le mélangea soigneusement avec la poudre de graphite. Le mélange noir épais devint une pâte dense. Le graphite crée un nano-revêtement, expliqua Evelyn, tout en travaillant, la voix calme, comme si elle donnait un cours à des étudiants. Il peut résister à 800 degrés sans se décomposer. Lorsqu'il est combiné avec le polymère du ruban adhésif résistant à la chaleur, il forme un joint temporaire extrêmement efficace. Elle se pencha dans le compartiment moteur, ses yeux scannant le système complexe, comme si elle lisait un livre familier. En quelques secondes, elle identifia le point de fuite exact. Ce sera suffisant pour que vous conduisiez 150 km jusqu'au garage agréé sans aucun problème. Evelyn étala le mélange sur le point de fuite avec une précision millimétrique. Alexander s'approcha, observant ses mains au travail. C'étaient des mains calleuses, aux ongles coupés courts, tachés de crasse, les mains de quelqu'un qui avait vécu dans la rue bien trop longtemps. Mais alors qu'elles travaillaient, ses mains étaient instables, ne tremblant jamais, aussi professionnelles que n'importe quel ingénieur de haut niveau qu'il ait jamais engagé. La foule autour d'eux commença à murmurer plus fort. Des téléphones se levaient partout, enregistrant l'étrange scène. Une sans-abri réparant la supercar la plus chère de la ville avec un crayon et du ruban adhésif. Si c'était une vidéo en ligne, personne ne croirait que c'était réel. Evelyn continua de travailler dans un silence concentré. Elle vérifia à nouveau les connexions, ajusta quelques petites vannes et abaissa enfin le capot. Elle se redressa et essuya ses mains sur son jean déchiré. C'est fait. Alexander regarda sa montre. 12 minutes. Elle avait fini 3 minutes plus tôt que promis. Démarrez-la, dit Evelyn, sa voix ne contenant aucune arrogance, aucun triomphe, juste le poids simple des faits. Alexander monta dans la voiture, sa main hésitant au-dessus du bouton de démarrage. Une partie de lui attendait encore une explosion, attendait l'échec, attendait la preuve qu'elle n'était qu'une folle chanceuse. Il appuya sur le bouton. Le moteur rugit, pas le gémissement mourant d'avant. Un rugissement puissant, parfait, plein de vie. Pas de fumée, pas de tremblement anormal. La Koenigsegg Jesko Absolute était revenue à la vie.
Alexander sortit de la voiture et fit face à Evelyn. Cette fois, il la regarda différemment. Pas avec le mépris qu'il réservait à une mendiante, mais avec le regard d'un homme essayant de décoder un mystère qui ne devrait pas être résoluble. « Qui êtes-vous » La question quitta sa bouche avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Evelyn se releva, brossant la poussière de ses genoux. Elle croisa le regard du chef de la mafia le plus puissant de Chicago, sans peur, sans trace de soumission. La personne qui a conçu ce système. La réponse resta suspendue dans l'air comme une bombe non explosée. Alexander resta silencieux un long moment, son esprit traitant l'information à une vitesse vertigineuse. Puis il s'écarta et ouvrit la portière passager. « Montez dans la voiture, nous devons parler. » Evelyn hésita une seconde. Elle savait que monter dans cette voiture pouvait tout changer ou tout finir, mais elle vivait dans les rues de Chicago depuis 2 ans. Elle avait appris que parfois, les plus grandes opportunités viennent des risques les plus fous. Elle monta dans la voiture. La Koenigsegg s'élança dans les rues de Chicago, le moteur rugissant de toute sa puissance comme si rien ne s'était jamais passé. Evelyn s'assit sur le siège passager tapissé de cuir Napa couleur cognac, ressentant un contraste si absurde qu'il semblait presque irréel. La peau lisse d'un siège valant des dizaines de milliers de dollars berçait le corps maigre à l'intérieur de ses vêtements déchirés. L'odeur du cuir premium, du bois de noyer et de l'eau de Cologne coûteuse d'Alexander se mêlait dans l'habitacle scellé, entrant en collision avec l'odeur de la rue, l'odeur de la sueur et l'odeur persistante de 2 ans sans abri accrochés à sa peau. Evelyn savait qu'elle n'avait pas sa place ici, mais elle n'avait plus sa place nulle part. Alexander conduisit en silence pendant un moment, ses yeux glissant occasionnellement vers elle à travers le rétroviseur. Puis il parla, sa voix toujours froide, mais avec quelque chose en plus qui ressemblait à une véritable curiosité. « Stanford ou MIT? » Evelyn se tourna pour le regarder, surprise. « Stanford. Comment avez-vous su? » « La façon dont vous avez résolu le problème, » répondit Alexander, le regard fixé sur la route devant lui. « Il y a de la méthode, de la structure, pas quelque chose qu'on apprend tout seul. Seules les meilleures écoles apprennent aux gens à penser comme ça. » Evelyn ne dit rien. Cela faisait longtemps que personne n'avait remarqué cela chez elle, longtemps que personne n'avait vu autre chose que du tissu déchiré et un enchevêtrement sauvage de cheveux. « Velocity Motor » commença-t-elle, sa voix baissant. J'étais l'ingénieur en chef de la recherche et du développement. 2 diplômes d'ingénieur, 5 brevets à mon nom. J'ai conçu un système de refroidissement révolutionnaire pour les moteurs haute performance, faisant économiser des millions de dollars à l'entreprise chaque année. Alexander ne parlait pas, mais elle savait qu'il écoutait, de la façon dont un homme écoute quand il collecte des informations. Puis le PDG m'a remarqué. La voix d'Evelyn se tendit. Jonathan Price. Il a commencé à me prêter une attention particulière. Invitation à des dîners privés. Allusion à une promotion si j'étais plus flexible. Si je savais comment lui plaire. Elle fit une pause, prit une profonde inspiration. 2 ans et la blessure saignait encore. J'ai refusé catégoriquement. Clairement, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Un rire amer s'échappa de sa gorge. 2 semaines plus tard, j'ai été accusé d'avoir volé des plans et de les avoir vendus à un concurrent. Les preuves étaient parfaitement montées. Faux emails, fausses transactions bancaires, faux témoins, tout m'accusait. Alexander continuait de conduire en silence, mais ses mains se serrèrent un peu plus sur le volant. Personne ne m'a cru, poursuivit Evelyn, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Les collègues m'ont tourné le dos. Les amis ont disparu. Et ma famille est dans le Nebraska. Elle s'arrêta, déglutissant difficilement. Ils ont appelé et demandé si je l'avais vraiment fait. Ils n'ont pas dit qu'ils me croyaient, ils ont juste demandé, et c'était ça la réponse. Un lourd silence s'installa dans la voiture. J'ai été viré, poursuivi en justice. La réputation que j'avais bâtie en 10 ans a été détruite en 10 jours. Mes économies sont passées dans les avocats, mais ce n'était pas suffisant pour tenir tête à l'équipe juridique d'une entreprise valant des milliards. À la fin, j'ai perdu. Perdu mon travail, perdu ma maison, tout perdu. Depuis 2 ans, je vis dans les rues de Chicago. Elle se tourna vers Alexander, ses yeux vifs comme de la glace. Et vous savez quoi? Price n'est pas juste un PDG ordinaire. Il y avait des rumeurs au sein de l'entreprise selon lesquelles il avait un lien spécial avec des gens dangereux. L'argent investi dans Velocity Motors provenait de sources que personne n'osait questionner.
des réunions secrètes avec des gens que personne n'osait nommer. Evelyn le vit alors, juste une lueur si rapide qu'elle était presque impossible à saisir. Les yeux d'Alexander clignèrent une fois, sa mâchoire se durcit une fraction de seconde. Puis ce visage redevint normal, froid et illisible, comme de l'eau gelée. Il savait quelque chose. Elle en était certaine. « Je n'ai besoin de la pitié de personne », dit Evelyn, sa voix redevenant dure. « Je ne vous raconte pas ça pour mendier quoi que ce soit. Je veux juste utiliser mon cerveau pour faire le travail pour lequel je suis doué, pour être vu pour mes capacités, pas mes vêtements. Est-ce trop demandé? » La question resta en suspens. Alexander ne répondit pas tout de suite. Il conduisit en silence un moment encore, passant les gratte-ciels du centre-ville. Enfin, il parla. Sa voix était plus froide que la glace, mais quelque chose couvait en dessous. Jonathan Price. Il répéta le nom comme s'il le goûtait. Ce nom me dit quelque chose. Evelyn le regarda la façon dont il grinçait des dents, la façon dont ses yeux se plissèrent en un instant, et elle comprit quelque chose. Alexander Kane n'écoutait pas seulement son histoire. Il calculait quelque chose de bien plus grand que d'aider une sans-abri. La Koenigsegg tourna sur une route calme à la lisière du quartier industriel de l'ouest de Chicago. Evelyn regarda par la fenêtre et vit un bâtiment en béton gris se dresser devant eux. Pas d'enseigne, pas de nom d'entreprise, aucune indication d'activité, seulement de hauts murs, des caméras de sécurité pivotant lentement à chaque coin et un énorme portail en acier qui s'ouvrit automatiquement à l'approche de la voiture. Alexander n'eut pas besoin d'appuyer sur un bouton ou de passer une carte. Le système l'avait reconnu à distance. La voiture glissa à travers le portail dans une large cour intérieure. Evelyn commença à comprendre que ce n'était pas une entreprise ordinaire. Trop d'hommes en costume noir étaient dispersés sur le terrain, leurs yeux vifs et vigilants comme des faucons. Ils restaient immobiles, mais elle savait qu'ils suivaient chaque mouvement. Quand Alexander sortit de la voiture, tout changea. Ces hommes se redressèrent immédiatement. Certains inclinèrent la tête, d'autres s'écartèrent pour dégager le passage. Et ben, personne ne parla. Ils hochèrent seulement la tête à son passage, respect absolu, obéissance totale. Evelyn marcha aux côtés d'Alexander, sentant des dizaines d'yeux se poser sur elle. Ils passèrent par l'entrée principale où un scanner biométrique attendait et deux grandes gardes montaient de la garde. Alexander ne ralentit pas. Le système lut automatiquement sa rétine et déverrouilla la porte. À l'intérieur, le couloir était large avec des sols en marbre noir poli, des lustres en cristal et des peintures coûteuses. Mais le luxe ne pouvait cacher l'atmosphère dangereuse qui planait sur tout. « Votre... » commença Evelyn, sa voix baissant. « Mafia. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Alexander ne se tourna pas pour la regarder. Il continua de marcher, sa voix égale. « Je suis un homme d'affaires. C'est juste que mon secteur d'activité n'est pas dans les manuels scolaires. » Il venait de tourner dans un autre couloir lorsqu'un grand homme sortit et leur bloqua le passage. Marcus Webb. Evelyn le reconnut comme celui qui avait appelé Alexander sur le site industriel. En personne, Marcus était bien plus effrayant. Il mesurait près d'1,90 m, large d'épaules, les yeux froids comme l'acier. Marcus toisa Evelyn de haut en bas, mépris non dissimulé, vêtements déchirés, cheveux emmêlés, un vieux sac à dos usé. Une sans-abri au cœur du centre de pouvoir de l'Empire Kane. « Patron, » dit Marcus, la voix rigide, « qui est-elle? Pourquoi est-elle ici? » « La personne qui vient de sauver une voiture à 3,8 millions de dollars avec un crayon, » répondit froidement Alexander. Marcus ne vacilla pas. « Nous n'amenons pas d'étrangers au quartier général, c'est la règle. Elle reste, c'est un ordre. » La voix d'Alexander n'était pas forte, mais elle était sans appel. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Marcus resta silencieux une seconde, la mâchoire serrée. Puis il hocha la tête et s'écarta. Mais ses yeux ne quittèrent jamais Evelyn. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le bâtiment. Evelyn observait tout autour d'elle. Son esprit analysait automatiquement par vieille habitude. Caméra à chaque coin, porte en acier blindé, système de verrouillage biométrique. Ce n'était pas un bureau d'entreprise. C'était une forteresse. Alors qu'il passait devant une salle avec une porte vitrée, Evelyn aperçut un grand écran à l'intérieur. Sur l'écran figurait une liste avec l'entête « Compte en attente ». Et sur la toute première ligne, elle le vit.
Jay Price, Velocity Motors. Elle s'arrêta net. Son cœur sembla rater un battement. Jonathan Price, l'homme qui avait ruiné sa vie. Son nom était ici, à l'intérieur du système de l'organisation mafieuse la plus puissante de Chicago. Alexander réalisa ce qu'elle regardait. Sans dire un mot, il posa une main sur son coude et la guida doucement mais fermement vers l'avant. Evelyn ne résista pas, mais ses pensées tourbillonnaient. Price avait des liens avec l'Empire King. Tout commençait à prendre sens. Les rumeurs sur le financement mystérieux de Velocity Motors, les connexions dangereuses que personne n'osait mentionner. Price n'était pas seulement un PDG véreux. Il faisait affaire avec la mafia. Étrangement, Evelyn ne ressentit pas de peur. 2 ans dans les rues de Chicago lui avaient trop appris. Elle avait rencontré toutes sortes de personnes dangereuses. Des toxicomanes dérangés aux voleurs de sang-froid, comparés aux nuits seules dans des ruelles sombres. Cet endroit était presque un paradis. Et il y avait autre chose ici. Tout était clair. Alexander Kane était un mafieux, et il ne s'en cachait pas. Pas de faux semblants, pas de masque, pas comme Jonathan Price avec son sourire brillant et le couteau caché dans son dos. Ils s'arrêtèrent devant une salle. Alexander ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « Attendez ici. » Evelyn entra dans une salle d'attente luxueuse avec des canapés en cuir, une table en verre et un coin-bar rempli de boissons. La porte se referma derrière elle. À travers le mur, elle pouvait entendre des voix venant de la pièce voisine. Plusieurs voix, tendues. Quelqu'un parlait fort, criait presque. Quelque chose de gros se passait. Et d'une manière ou d'une autre, Evelyn savait qu'elle était sur le point d'être entraînée au centre de la tempête. À l'intérieur de la salle de réunion, l'air était épais, comme avant qu'un orage n'éclate. Alexander était assis en bout d'une longue table en chêne noire, le dos contre une chaise en cuir, ses yeux froids balayant chaque visage. Il ne disait rien. Pourtant, le pouvoir rayonnant de ce silence était plus écrasant que n'importe quelle menace verbale. En face de lui, Daniel Foster était assis avec un sourire triomphant qu'il ne prenait pas la peine de cacher. Foster était le plus grand rival de l'Empire King, un vieux renard qui convoitait le trône d'Alexander depuis des années. 4 autres chefs de la mafia étaient assis des 2 côtés de la table, observant en silence comme des vautours attendant un cadavre. Rachel Nguyen, la responsable de l'ingénierie de l'organisation, se tenait devant un grand écran, le visage tiré. C'était une femme dans la cinquantaine, cheveux poivre et cils épinglés, proprement en arrière, les yeux vifs, bien que maintenant son inquiétude fût évidente. « Notre système de transport secret a été piraté », commença Rachel, sa voix essayant de rester calme, mais incapable de cacher l'attention. Des millions de dollars de transactions ont été exposés. Nos itinéraires sont suivis. Quelqu'un vend nos informations à l'extérieur. Un sifflement retentit du côté de Daniel Foster. « Comme c'est intéressant, dit-il, son ton dégoulinant de sarcasme. On dirait que l'Empire Kane n'est plus aussi intouchable qu'avant. » Alexander ne réagit pas. Pas un seul muscle de son visage ne bougea. Foster se pencha en avant, son sourire s'élargissant. Peut-être est-il temps de changer de direction. Si un homme ne peut pas protéger son propre empire, comment peut-il nous diriger tous? La salle se figea. Marcus se tenait derrière Alexander, la main déjà à sa veste, prêt à dégainer une arme. 2 des gardes du corps de Foster se tendirent également, les yeux fixés sur Marcus. Une petite étincelle pouvait transformer cette pièce en champ de bataille. Mais Alexander ne bougea toujours pas. Il regarda Foster avec un calme si étrange qu'il en était presque troublant, comme s'il regardait une fourmi essayant de grimper sur sa chaussure. « Quiconque trouve la source du piratage, » dit finalement Alexander, sa voix froide comme la glace, « prouve sa capacité. » Foster vacilla. Il avait attendu de la colère, attendu qu'Alexander perde le contrôle pour pouvoir escalader le conflit avec un prétexte, mais ce sang-froid le laissait incertain de la réponse à donner. Alexander se tourna vers Rachel. « Où en sommes-nous? » Rachel déglutit. « Nous avons essayé pendant 3 semaines. Nous ne pouvons pas le trouver. Le hacker est trop bon. Il a effacé ses traces proprement. Mon équipe de 20 personnes a travaillé jour et nuit, mais nous n'avons pas une seule piste. » 3 semaines, répéta Foster, la voix pleine de mépris. En 3 semaines, un ennemi peut vendre assez d'informations pour détruire toute notre opération. Et l'Empire Kane n'a toujours pas trouvé un seul indice. Décevant. Alexander ne répondit pas.
Au lieu de cela, son regard se déplaça vers la porte vitrée qui donnait sur la salle d'attente et il la vit. Evelyn était assise sur le canapé, pas inquiète, pas agitée comme n'importe qui d'autre le serait s'il était laissé seul dans un repère de mafieux. Elle lisait un vieux magazine d'ingénierie que quelqu'un avait oublié sur la table. Ses yeux concentrés comme si elle était dans une bibliothèque, pas dans l'antre de tueur. Il y avait quelque chose dans ce calme qui attira l'attention d'Alexander. Elle n'appartenait pas à ce monde, mais elle n'en avait pas peur. Elle avait réparé sa voiture avec un crayon et du ruban adhésif en 12 minutes. Elle était l'ingénieur qui avait conçu le système de refroidissement pour les supercars. Elle résolvait des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. L'idée se forma dans l'esprit d'Alexander comme un éclair. « Faites entrer la fille de la salle d'attente ici, » ordonna-t-il. Un silence de mort tomba sur la salle. Tout le monde regarda Alexander comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. Rachel fut la première à parler. « Cette fille sans abri, vous n'êtes pas sérieux. » Marcus s'avança. « Patron, c'est une réunion confidentielle. Nous ne pouvons pas... » Je ne me répéterai pas, une seconde fois. La voix d'Alexander n'était pas forte, mais elle trancha chaque objection comme une lame aiguisée. Marcus ferma la bouche. Rachel se tut. Même le sourire triomphant de Foster disparut pour le moment, remplacé par une curiosité non dissimulée. Marcus hocha la tête et sortit. Quelques secondes plus tard, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Evelyn entra. Elle se tenait là dans ses vêtements déchirés, ses cheveux en bataille, le vieux sac à dos usé toujours en bandoulière. Face à elle se trouvaient les hommes les plus dangereux de Chicago, des chefs de la mafia aux mains tachées du sang de centaines de personnes. Ils la regardaient avec mépris, suspicion, voire hostilité. Mais Evelyn ne trembla pas. Elle se tenait droite, ses yeux vifs balayant la pièce une fois, puis s'arrêtant sur Alexander, prête pour la suite. Daniel Foster fut le premier à briser le silence. Il rit, un son clair et net qui résonna dans la salle tendue. Kane engage des mendiants comme conseillers maintenant. Il se tourna vers les autres chefs de la mafia, la voix épaisse de moquerie. L'Empire est vraiment en train de s'effondrer. Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir ce jour arriver si tôt. Quelques rires étouffés s'élevèrent autour de la table. Ils regardaient Evelyn comme on regarde une blague. Une humiliation dans une salle bâtie sur le pouvoir. Evelyn resta immobile, impassible. Elle était habituée au mépris. 2 ans dans la rue lui avaient appris à le laisser glisser comme l'eau sur une feuille de lotus. Alexander ne prit pas la peine de répondre à la provocation de Foster. Il se tourna seulement vers Rachel et parla sèchement. « Montrez-lui le système. » Rachel fixa Alexander comme si son patron avait perdu la tête, mais elle n'osa pas discuter. À contre-cœur, elle appuya sur quelques boutons du panneau de contrôle. Le grand écran afficha un schéma du système de transport de l'Empire Kane. Des lignes de code complexes courant le long des itinéraires secrets. Evelyn s'approcha de l'écran. Elle ne dit rien, resta seulement là, ses yeux se déplaçant sur chaque ligne de code, chaque nœud du système. 1 minute passa, 2 minutes, 3 minutes. Les gens commencèrent à bouger sur leur siège, échangeant des regards dubitatifs. 4 minutes. Foster ricana. « Vous voyez une perte de temps pour tout le monde. Elle ne comprend même pas ce qu'elle regarde. » Evelyn resta silencieuse. Ses yeux continuaient de bouger sur l'écran, traitant l'information à une vitesse que personne dans la salle ne pouvait comprendre. 5 minutes. Puis soudain, elle se détourna. Sans regarder personne, elle marcha droit vers le tableau blanc dans le coin, prit un marqueur et commença à dessiner. En 2 minutes, Evelyn recréa tout le diagramme du système sur le tableau blanc sans jeter un coup d'œil à l'écran, entièrement de mémoire, et son diagramme était plus précis que l'original, plus détaillé, plus clair. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit. « Ce sont 3 failles de sécurité que vous avez manquées, » dit Evelyn, en encerclant 3 points sur le diagramme. Sa voix était calme comme si elle donnait un cours à des étudiants de première année. La première vulnérabilité est à la passerelle principale. Il manque l'authentification à 2 facteurs. La deuxième est au point de connexion entre le système interne et le serveur externe. Et la troisième, la plus grave, est une vieille API qui n'a jamais été désactivée depuis la version précédente. C'est exactement par là que le hacker est entré. Elle dessina une flèche traversant les 3 points. Ils entrent par la vieille API, se déplacent latéralement par la deuxième vulnérabilité
et extrait les données par la passerelle. Simple, efficace, presque aucune trace. Rachel s'avança, les yeux rivés sur le tableau blanc. Vous, vous avez trouvé en 5 minutes ce que mon équipe de 20 personnes a mis 3 semaines à... Elle ne put finir sa phrase. La salle entière sombra dans un silence absolu. Les rires moqueurs avaient disparu. Daniel Foster ne souriait plus. Son visage s'était durci comme de la pierre. La solution est simple aussi, continua Evelyn, ne remarquant pas ou ne se souciant pas du choc autour d'elle. Elle ajouta quelques lignes supplémentaires au tableau. Désactiver la vieille API, implémenter l'authentification à 2 facteurs sur la passerelle et installer un nouveau pare-feu au point de connexion. Cela peut être fait en 24 heures si votre équipe travaille efficacement. Elle posa le marqueur et se tourna pour faire face à la salle. Mais il y a un autre problème. On aurait dit que l'air avait été aspiré de la pièce. Le style de code du hacker, dit Evelyn lentement, est très distinctif, comme une signature personnelle. La façon dont ils écrivent les boucles, la façon dont ils gèrent les exceptions, la façon dont ils commentent. Ce n'est pas un prestataire extérieur. Cette personne connaît le système de l'intérieur. Elle regarda droit dans les yeux d'Alexander. Je soupçonne qu'il y a une taupe, quelqu'un dans cette organisation. Silence de mort. Les 4 chefs de la mafia autour de la table se regardèrent soudainement avec suspicion. Rachel devint pâle. La main de Marcus alla à sa veste, sa vigilance instinctive se mettant en place. Alexander regarda Evelyn. Cette fois, il ne la voyait pas comme une sans-abri sale. Il la voyait telle qu'elle était vraiment. Un génie, une battante qui avait survécu à l'enfer sans se laisser briser, une femme qui ne s'inclinait devant personne ni rien. Le coin de sa bouche se souleva très légèrement, presque imperceptiblement. Mais pour la première fois durant cette réunion tendue, le visage de Pierre d'Alexander Kane montra une expression. Marcus se tenait derrière lui et le vit. Il fronça les sourcils, surpris. En 15 ans de travail pour Alexander, il n'avait jamais vu le patron montrer une telle émotion devant qui que ce soit. Daniel Foster se leva, sa chaise grinçant contre le sol en pierre. Le sourire triomphant avait complètement disparu de son visage. « Peut-être que je t'ai sous-estimé, Kane, dit-il, sa voix tendue comme un fil de fer. Il se dirigea vers la porte, ses 2 gardes du corps juste derrière lui. Mais avant de partir, il s'arrêta et regarda Evelyn. Ce regard ne contenait plus de mépris maintenant. Il était calculateur, dangereux, comme un serpent mesurant sa proie. Puis il sortit, la porte claquant derrière lui. Evelyn savait ce que ce regard signifiait. Elle venait de faire d'elle-même une cible pour l'un des hommes les plus dangereux de Chicago. Mais elle ne le regrettait pas. Pour la première fois en 2 ans, elle sentait son esprit être utilisé comme il était censé l'être. Après la réunion, Marcus conduisit Evelyn dans une chambre au dernier étage du bâtiment. Il ne parla pas. Il ouvrit seulement la porte et s'écarta. Evelyn entra et s'immobilisa complètement. La chambre était plus grande que l'appartement qu'elle louait quand elle était ingénieure en chef. Un lit king size avec une literie en soie couleur perle, des rideaux en velours rouge profond, des sols en noyer brillant et une salle de bain en marbre blanc avec une baignoire assez grande pour 3 personnes. Sur le lit, un ensemble de vêtements propres avait été disposé. Evelyn les ramassa et réalisa qu'ils étaient exactement à sa taille. Quelqu'un avait préparé cela. Quelqu'un avait remarqué. La porte se referma derrière elle. Evelyn se tenait seule dans la chambre somptueuse, ayant l'impression de rêver. Elle entra dans la salle de bain et ouvrit la douche. De l'eau chaude coula pour la première fois en 2 ans. Elle sentit l'eau chaude courir sur sa peau, pas l'eau froide d'un robinet public, pas l'eau de pluie s'infiltrant à travers un abri de fortune. De la vraie eau chaude avec du savon parfumé et du shampoing doux. Evelyn pleura. Pas de tristesse, mais d'être propre, du fait que pendant 2 ans, elle avait oublié ce que cette sensation était. Elle resta sous la douche longtemps, laissant l'eau laver la couche de saleté, la couche d'épuisement, la couche d'humiliation des mois passés à vivre dans la rue. Quand elle sortit, elle se tint devant le miroir et se vit. Pas la sans-abri que tout le monde voyait, mais Evelyn Carter, une ingénieure, un génie, la femme qu'elle était avant que Jonathan Price ne détruise sa vie. Puis elle remarqua quelque chose. Dans le coin du plafond de la salle de bain, presque impossible à voir à moins de le chercher, se trouvait une petite caméra. Evelyn ne fut pas surprise. C'était le quartier général de la mafia.
Bien sûr qu'il surveillait tout, mais une question se glissa dans son esprit. Est-ce qu'Alexander la surveillait elle ou quelqu'un d'autre? Un léger malaise courut le long de sa colonne vertébrale, mais elle le repoussa. Elle avait survécu 2 ans dans les rues de Chicago. Quelques caméras ne lui faisaient pas peur. 1 heure plus tard, on frappa à la porte. Marcus se tenait dehors, le visage toujours froid comme la pierre. Le patron veut vous voir, dîner. Evelyn le suivit jusqu'à une salle à manger privée. La pièce était plus petite qu'elle ne l'imaginait, chaleureuse avec la lumière des bougies et une table dressée pour seulement 2 personnes. Alexander était déjà assis, non plus en costume, mais en chemise noire au col ouvert. Il semblait moins effrayant. Pourtant, l'autorité indéniable s'accrochait toujours à lui. La nourriture était disposée sur la table. Steak wagyu, légumes rôtis, vin rouge coûteux. Evelyn regarda l'assiette devant elle, son estomac se serrant de faim. C'était le meilleur repas qu'elle voyait dans 2 ans. Mais elle mangea lentement, avec contrôle. Elle ne laissa pas la faim qui l'avait tourmentée pendant des centaines de nuits se voir sur son visage. Elle ne laisserait personne voir sa faiblesse. Alexander la regarda manger en silence pendant un moment. Puis il parla. « Pourquoi m'avez-vous aidé? Vous ne saviez pas qui j'étais. » Evelyn posa son couteau et croisa son regard. « J'ai vu un problème qui nécessitait une réparation. C'est l'instinct. Je ne peux pas regarder un système cassé et ne pas vouloir le réparer. » Cet instinct? Alexander inclina la tête. Vous a-t-il presque attiré des ennuis plus d'une fois? Evelyn eut un rire discret, son premier rire depuis longtemps. Vous regardez le résultat de ces fois-là. Le silence s'étira. Alexander prit une gorgée de vin, son regard dérivant dans le vide, comme s'il pensait à quelque chose de lointain. « Mon père a été tué, dit-il soudainement, par la personne en qui il avait le plus confiance. Un partenaire, un meilleur ami, l'homme qui dînait avec notre famille chaque semaine pendant 10 ans. » Evelyn ne parla pas. Elle écouta seulement. « J'ai bâti cet empire pour une seule raison, » continua Alexander, sa voix baissant. « Pour que personne n'ait jamais la chance de me trahir à nouveau. Je ne fais confiance à personne. Je contrôle tout. C'est la seule façon de survivre dans ce monde. » Il regarda Evelyn, ses yeux sombres et complexes. « Mais vous, vous avez appris chacun de mes secrets en quelques heures. Vous avez vu mes systèmes, mes faiblesses, même la taupe dans mon organisation. Et je ne me sens pas menacé. » Evelyn posa son verre de vin. « Peut-être parce que je ne veux rien de vous. J'ai déjà tout perdu. Mon travail, ma réputation, ma famille, mon argent. Il ne reste rien à convoiter, rien à perdre. Les gens comme moi sont les moins dangereux ou les plus dangereux, selon la façon dont vous regardez les choses. » Alexander l'étudia longuement, son expression illisible. Puis il se leva. « Reposez-vous. Demain, j'ai besoin que vous trouviez la taupe. » Il marcha vers la porte, s'arrêta une seconde, mais ne se retourna pas. « Merci pour le dîner, » dit Evelyn. Alexander ne répondit pas. Il sortit simplement. La porte se referma. Evelyn regarda son ombre disparaître derrière la porte en chêne. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Alexander Kane qu'elle ne pouvait pas lire. Quelque chose de plus profond que la froideur, quelque chose ressemblant presque à de la solitude. Le lendemain matin, Evelyn fut conduite à la salle technique de l'Empire Kane. C'était un vaste espace rempli de dizaines d'écrans, de serveurs bourdonnant sans arrêt et d'une équipe de techniciens au travail. Rachel Nguyen attendait déjà là, le visage dur comme la pierre. Clairement, elle n'était pas heureuse de travailler avec une sans-abri, même si cette femme avait fait taire toute la salle de réunion hier. « Ce sont tous les journaux systèmes des 3 derniers mois, » dit Rachel sans détour, pointant l'écran. « Commencez où vous voulez. » Evelyn ne se soucia pas de l'attitude. Elle tira une chaise, s'assit et commença à travailler. 1 heure passa en silence. Evelyn fora dans chaque ligne de code, chaque fichier journal, chaque modèle anormal. Rachel se tenait derrière elle, bras croisés au début, regardant avec un scepticisme ouvert. Mais petit à petit, elle commença à se pencher en avant, ses yeux suivant ce qu'Evelyn faisait. « Où avez-vous appris à analyser comme ça? » demanda finalement Rachel, sa voix n'étant plus froide, remplacée par une réelle curiosité. Evelyn ne leva pas les yeux, son regard toujours verrouillé sur l'écran. 2 ans dans la rue, rien que du temps et des livres de bibliothèque. Quand vous n'avez plus rien à perdre, vous avez beaucoup de temps pour penser. Rachel se tut d'un instant. « Je suis désolé pour mon attitude tout à l'heure.
Pas besoin, dit Evelyn. J'ai l'habitude. Elle continua de travailler, creusant plus profondément dans les modèles du hacker. Il y avait quelque chose de familier dans la façon dont cette personne écrivait le code, la façon dont elle gérait les variables, la façon dont elle nommait les fonctions, la façon dont elle commentait, comme une signature invisible que seules les personnes du métier reconnaîtraient. Puis soudain, Evelyn bondit sur ses pieds, les yeux écarquillés. Non, murmura-t-elle. Rachel s'approcha. Qu'avez-vous trouvé? Evelyn ne répondit pas tout de suite. Elle ouvrit plus de fichiers, les compara, les croisa. Son cœur battait plus vite à chaque seconde qui passait. Elle connaissait ce style de code. Elle l'avait vu auparavant chez Velocity Motors. C'était exactement ainsi que l'équipe technique de Jonathan Price écrivait le code. Elle avait passé en revue des milliers de lignes comme ça quand elle était ingénieure en chef. Il n'y avait pas d'erreur possible. La taupe a des liens avec Velocity Motors, dit Evelyn, sa voix tremblant légèrement de rage. Avec Jonathan Price. Rachel devint pâle. Vous êtes sûr? Evelyn ne répondit pas. Elle alla plus loin, cherchant plus de preuves. Et ce qu'elle trouva était bien plus horrifiant. Ce n'était pas seulement une question de vente d'informations. Il y avait un plan détaillé caché à l'intérieur de segments de code cryptés. Evelyn le décoda en quelques minutes et sentit son sang se glacer dans ses veines. Cible, Alexander Kane. Heure, ce soir pendant la réunion avec Daniel Foster. Méthode, un engin explosif attaché à l'intérieur de la voiture. Ils allaient le tuer ce soir. Oh mon Dieu, lâcha Rachel en voyant ce qui était sur l'écran. Evelyn n'avait pas le temps de paniquer. Elle continua de tracer. Le code avait été téléchargé depuis un appareil interne, ce qui signifiait depuis l'intérieur de ce bâtiment. Elle traça l'adresse IP, identifia l'appareil et trouva enfin l'identité de l'utilisateur. Victor, le garde du corps, approchait d'Alexander depuis 5 ans, l'homme qui était à l'intérieur de ce bâtiment en ce moment même. Evelyn bondit de sa chaise. « Où est Alexander? » Rachel pointa le bout du couloir. « La salle de réunion. Il se prépare pour la réunion de ce soir, mais vous ne pouvez pas entrer. C'est une réunion à huis clos. » Evelyn n'entendit pas le reste. Elle courait déjà, coupant à travers le couloir aussi vite que ses jambes pouvaient la porter, son cœur martelant dans sa poitrine. 3 heures. Seulement 3 heures avant qu'Alexander ne monte dans une voiture piégée. Elle atteignit la porte de la salle de réunion et fut stoppée. Marcus se tenait là comme un mur d'acier, le visage impassible. Personne n'entre. Je dois voir Alexander tout de suite. C'est une réunion fermée. Retournez à la salle technique. Evelyn regarda droit dans les yeux de Marcus. Alexander mourra ce soir si vous ne me laissez pas entrer. Marcus ne bougea pas. Vous croyez que je vais croire? Victor, coupa Evelyn, le garde d'Alexander. C'est la taupe. Il travaille pour Jonathan Price et Daniel Foster. Il y a une bombe dans la voiture d'Alexander. Elle sera déclenchée quand il arrivera au point de rendez-vous avec Foster ce soir. Voici le planning. Elle tendit son téléphone, l'écran montrant ce qu'elle avait trouvé. Voici la méthode, voici la preuve. Et Victor est dans ce bâtiment. Il pourrait attendre l'occasion de finir le travail. Marcus fixa l'écran du téléphone. À chaque ligne qu'il lisait, son visage devenait plus pâle. Il avait travaillé avec Victor pendant 5 ans. Ils avaient bu des verres ensemble. Ils avaient gardé Alexander ensemble. Et maintenant, Victor voulait tuer leur patron. Sans un mot, Marcus se tourna et poussa la porte de la salle de réunion grande ouverte. Alexander était assis en bout de table. 5 autres hommes autour de lui. Tous levèrent les yeux alors que la porte s'ouvrait à la volée, la surprise et la colère claires sur leurs visages. Alexander vit Evelyn et Marcus, ses yeux se plissant. Qu'est-ce qui se passe? Evelyn entra, sa respiration encore inégale d'avoir couru. Elle regarda droit dans les yeux d'Alexander et ne dit qu'un seul mot. Bombe. La salle de réunion tomba dans un silence de mort. Après ce mot, Evelyn s'avança, sa voix rapide et claire, comme un briefing militaire. Victor, votre garde du corps, rapproché depuis 5 ans. C'est la taupe travaillant pour Jonathan Price et Daniel Foster. Le plan est de placer une bombe dans votre voiture. La déclencher quand vous atteindrez le point de rendez-vous avec Foster ce soir. Il reste 3 heures. Elle regarda droit dans les yeux d'Alexander. Et il est en bas en ce moment même. Personne dans la salle n'osait respirer trop fort. Alexander resta immobile, son visage ne montrant aucune émotion.
Seuls ses yeux s'assombrissant comme un ciel avant l'orage. Marcus, sa voix était glaciale. Fais monter Victor ici. Ne le laisse rien soupçonner. Marcus hocha la tête et disparut par la porte. On fit signe aux autres dans la salle de réunion de partir. Bientôt, seuls Alexander et Evelyn restèrent, se faisant face en silence. 5 minutes passèrent, comme 5 heures. Evelyn se tenait immobile, sentant le regard d'Alexander la transpercer. Enfin, il parla. Si vous avez tort, vous venez d'accuser mon homme le plus loyal, l'homme qui m'a sauvé la vie 2 fois, l'homme qui est à mes côtés depuis 5 ans. Evelyn ne cligna pas des yeux. Si j'ai raison, je viens de vous sauver la vie une 2e fois. Le silence s'étira, puis la porte s'ouvrit. Victor entra, ce sourire familier aux lèvres. C'était un grand homme, large d'épaules, avec un visage amical que personne ne soupçonnerait jamais d'appartenir à un traître. « Vous m'avez demandé, patron ?» demanda Victor, sa voix normale comme toujours. Alexander se leva et marcha vers la fenêtre, tournant le dos à Victor. « Va vérifier ma voiture, Victor. Il y a un rapport de défaut technique, comme hier. » Victor se raidit seulement une seconde, si bref que c'était presque impossible à remarquer, mais Evelyn le vit. Alexander le vit et Marcus bloquant la porte le vit aussi. « Oui. » Victor força un sourire, sa voix tremblant légèrement. « J'y vais tout de suite. » Il se tourna et commença à se diriger vers la porte, puis soudain, il courut. Victor s'élança vers la sortie à une vitesse terrifiante, bousculant un employé assez fort pour le faire trébucher, mais il ne sortit pas. 4 hommes apparurent des 2 côtés du couloir, bloquant toute issue. Victor arracha une arme de sa ceinture, pivotant pour tirer. Mais Marcus fut plus rapide. Un coup de feu claqua dans l'air, la balle percutant l'épaule de Victor. Il tomba, l'arme volant de sa main. En quelques secondes, Victor fut plaqué au sol, les mains menottées dans le dos, le sang coulant de la blessure à son épaule. Ils le traînèrent dans la salle de réunion et le jetèrent sur une chaise. Alexander s'assit en face de lui, à seulement 1 mètre. Sa voix était calme d'une manière terrifiante, comme s'il parlait de la météo. « Qui t'a engagé? » Victor cracha sur le sol, les yeux pleins de haine. « Tu vas mourir, Kane, tôt ou tard. Tu ne peux pas vivre éternellement. » Alexander ne réagit pas. Il regarda seulement Victor avec des yeux froids comme la glace, attendant. « Je vais te demander encore une fois. Qui? » Le silence s'étira. Victor essaya de jouer les durs, mais la sueur avait déjà commencé à perler sur son front. Il savait ce qui attendait les traîtres dans ce monde. Alexander fit signe à Marcus. Marcus s'avança et tira un couteau de sa ceinture. La lame brilla sous la lumière. « Attendez !» cria Victor, sa dureté se dissolvant comme la brume matinale. « Attendez, je vais parler, je vais parler !» Alexander leva la main et Marcus s'arrêta. Victor haletait, ses yeux dartant sauvagement. « Daniel Foster, il veut ta mort pour pouvoir prendre le territoire. Il m'a payé 500 000 $ pour le faire. »« Qui d'autre? » Victor déglutit. « Et Jonathan Price, le PDG de Velocity Motors. » Evelyn se tenait dans le coin de la pièce, ayant l'impression que quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans la poitrine. « Price veut ta mort, » continua Victor, la voix tremblante, « parce que tu en sais trop sur le blanchiment d'argent. Il a utilisé l'Empire Kane pour blanchir de l'argent pendant 5 ans. Des centaines de millions de dollars. Maintenant, il veut nettoyer le témoin. » Un silence de mort remplit la pièce. Alexander se tourna et regarda Evelyn. Elle se tenait là, le visage exsangue, les yeux bordés de rouge. « Jonathan Price, » dit Alexander lentement, « l'homme qui a détruit votre vie, l'homme qui vous a piégé, viré, poussé à la rue, le même homme qui essaie de me tuer. » Evelyn sentit ses genoux faiblir. Pendant 2 ans, elle avait pensé que sa tragédie était aléatoire. La malchance, le destin. Mais non, tout était lié. Price n'était pas seulement un prédateur sexuel qui avait été rejeté. C'était un criminel blanchissant des centaines de millions de dollars d'argent sale. Et elle en avait accidentellement trop su. « Tout, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Tout est lié. » Victor fut emmené, emmené, laissant une traînée de sang sur le sol en marbre noir. Alexander se tenait près de la fenêtre, tournant le dos à Evelyn, fixant la ville de Chicago sombrant dans le coucher du soleil. Le silence s'étira comme un fil tendu, tiré si fort qu'il était sur le point de casser.
Enfin, il parla, sa voix froide comme l'acier. Donnez-moi 24 heures. Price disparaîtra de la surface de la Terre. Marcus hocha la tête depuis le coin de la pièce. J'ai des gens à Detroit, propres, sans trace. C'était ainsi qu'Alexander Kane résolvait toujours les problèmes. Rapide, efficace, mortel. Dans son monde, les ennemis n'avaient pas le droit d'exister assez longtemps pour devenir des menaces. Non. Un seul mot résonna dans la pièce. Alexander se tourna, les yeux se plissant. En 15 ans de construction de son empire, personne n'avait osé lui dire ce mot. Qu'avez-vous dit? Evelyn se tenait droite, faisant face au chef de la mafia le plus dangereux de Chicago sans trembler. Si vous tuez Price, il meurt en homme d'affaires respecté. Un accident tragique, une disparition mystérieuse. Personne ne saura la vérité. Sa famille le pleurera. La presse écrira des hommages, et le monde continuera de penser que je suis une voleuse. Alexander se tut. Dans son esprit, deux voix s'entrechoquaient. La vieille voix, celle qui l'avait guidé pendant 15 ans, rugissait. Tue-le. C'est la seule certitude. Ton père est mort parce qu'il faisait confiance aux gens, parce qu'il était trop clément. Ne répète pas cette erreur. Mais il y avait une autre voix, plus petite, inconnue. La voix de son père d'il y a longtemps, quand il était encore en vie, quand il lui apprenait que la vraie force n'était pas la violence. Tu peux tuer qui tu veux, disait son père, mais ça ne te rendra pas plus forte, ça te rendra seulement plus seul. Son père était mort, trahi par l'homme en qui il avait le plus confiance. Alors que signifiait la clémence? Ou son père était-il mort parce qu'il avait fait confiance à la mauvaise personne et non parce qu'il avait fait confiance tout court? Je veux qu'il meure dans l'humiliation, continua Evelyn, sa voix tremblant légèrement alors que l'émotion montait. Je veux que le monde sache que c'est un prédateur sexuel, un menteur qui a piégé des gens, un blanchisseur d'argent. Je veux que sa famille le regarde comme ma famille m'a regardé. Je veux que ses enfants aient honte de porter son nom. Je veux qu'il vive assez longtemps pour voir tout ce qu'il a construit s'effondrer devant lui. Elle s'approcha, les yeux rouges, cernés mais secs. C'est ça la vraie vengeance, pas une balle propre, mais une destruction lente, douloureuse, publique. Alexander ne dit rien. Il resta seulement là écoutant, son visage illisible tandis que ses yeux la perçaient. Nous avons les preuves de Victor, dit Evelyn, sa voix plus assurée maintenant, comme un ingénieur exposant un plan. Les transferts de blanchiment d'argent, les liens avec Foster, un complot de meurtre. Nous envoyons tous simultanément aux grands médias, au FBI, à la SEC. Nous rendons tout public, y compris le coup monté contre moi. Nous laissons le système dont il a abusé l'écraser lentement, douloureusement. Marcus s'avança. Patron, c'est risqué. Price a de bons avocats, des relations. Il pourrait s'en sortir. Votre méthode est rapide, dit Evelyn en se tournant vers Marcus, puis vers Alexander. Mais elle ne change rien. Price meurt. Il y aura un autre Price. Le système reste. Les hommes comme lui continuent de penser qu'ils sont intouchables. Elle s'avança jusqu'à se tenir devant Alexander, moins de 66 mètres entre eux. Mais si nous l'exposons, si le monde entier le regarde tomber dans l'humiliation, chaque homme comme lui aura peur. Ils regarderont Price et se demanderont s'ils sont les prochains. Le silence s'étira à nouveau. Alexander regarda Evelyn longuement. Il avait rencontré beaucoup de gens dans sa vie, les avides, les peureux, ceux ivres de pouvoir. Mais elle était différente, pas de l'innocence. Evelyn Carter n'était pas innocente. 2 ans dans la rue avaient brûlé toute trace d'innocence en elle. C'était de la force, une sorte de force à laquelle il n'était pas habitué. Pas la force de la violence, mais la force de l'endurance, d'être mis à terre et de refuser d'y rester. Bien, un mot. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Patron, nous, on fera à votre manière, dit Alexander, sa voix toujours froide, mais quelque chose en elle avait changé. Il regarda Evelyn avec de nouveaux yeux. Non plus les yeux d'un patron regardant un outil, mais les yeux d'un homme apprenant quelque chose de nouveau. Mais si ça échoue, ajouta-t-il, sa voix grondant comme un tonnerre lointain, je le ferai à ma manière, et cette fois, personne ne pourra m'arrêter. Evelyn hocha la tête. C'est juste. Et pour la première fois en 15 ans, Alexander Kane a choisi une voie autre que la violence. Pas parce qu'il était faible,
mais parce qu'une sans-abri lui avait montré une sorte de force dont il ignorait l'existence. Le premier jour commença comme une tempête accumulant de l'énergie. Evelyn était assise dans la salle technique de l'Empire Kane, travaillant sans pause aux côtés de Rachel Nguyen. Les preuves de Victor furent compilées dans des fichiers clairs et ordonnés. Transfert de blanchiment d'argent sur les 5 dernières années. Email interne entre Price et Foster. Enregistrement de réunions secrètes. Evelyn ajouta les documents qu'elle avait gardés d'il y a 2 ans. Documents de son ancien avocat prouvant que les preuves contre elle avaient été fabriquées. Tout était emballé proprement, simplement, impossible à nier. Alexander se tenait derrière elle, la regardant travailler avec une admiration non dissimulée. Le deuxième jour, des paquets anonymes furent envoyés en même temps au New York Times, au Washington Post et à CNN. Au même moment, le FBI reçut un tuyau anonyme avec toutes les preuves de blanchiment d'argent. La SEC reçut un rapport détaillé sur la fraude financière et l'avocat qu'Alexander avait engagé pour Evelyn, l'un des meilleurs de Chicago, déposa officiellement une plainte concernant la fausse accusation d'il y a 2 ans. Tout était calculé avec la précision d'une machine. Jonathan Price se tenait sur scène lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires, un sourire confiant s'étalant sur sa bouche. Velocity Motors n'a jamais été aussi forte, déclara-t-il, la fierté épaisse dans sa voix. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre est en hausse de 23%. Nous menons le marché. Et les portes de la salle de réunion s'ouvrirent à la volée. L'assistante de Price courut à l'intérieur, le visage blanc comme un linge. Elle se pencha et chuchota à son oreille, et le sourire sur le visage de Jonathan Price se figea, puis disparut. La couleur le quitta comme si quelqu'un avait tiré le bouchon d'une baignoire. À l'extérieur du bâtiment de Velocity Motors, les téléphones des actionnaires commencèrent à vibrer sans arrêt. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dernière minute, le PDG de Velocity Motors accusé de fraude à grande échelle. Un réseau de blanchiment de centaines de millions de dollars exposés. Une ancienne employée innocentée après 2 ans. L'action de Velocity Motors entra en chute libre, perdant 40% de sa valeur en seulement 2 heures. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Les partenaires commencèrent à couper les ponts et le FBI arriva. Une force d'intervention encercla le siège de Velocity Motors avec des dizaines de véhicules de police. Price essaya de s'enfuir par l'arrière, serrant une maillette pleine de documents qu'il espérait pouvoir détruire. Mais les caméras attendaient déjà. Des dizaines de journalistes, des centaines d'objectifs et le monde entier regardant en direct. Jonathan Price fut menotté juste à la porte arrière du bâtiment qu'il avait autrefois dirigé. Son visage tordu par la fureur et la peur, la sueur coulant à flot, sa bouche balbutiant des démentis que personne ne prenait la peine d'écouter. Ce n'était pas la mort silencieuse dans l'obscurité qu'Alexander avait prévue pour lui. C'était une destruction publique, humiliante et complète. Dans le salon VIP de l'Empire Kane, Evelyn était assise sur le canapé, les yeux fixés sur l'écran de télévision. Alexander était assis près d'elle à une distance respectant son espace. Ils regardèrent Price être poussé dans un véhicule de police, le regardèrent baisser la tête devant les caméras, regardèrent l'empire qu'il avait bâti s'effondrer en temps réel. Evelyn ne sourit pas, ne jubila pas, ne versa pas de larmes victorieuses. Il n'y avait que le calme de quelqu'un déposant enfin un fardeau qu'elle avait porté pendant 2 ans. « C'est fini », dit-elle doucement, sa voix étrangement stable. Alexander l'étudia. Il s'était préparé à des larmes, à un rire triomphant, à la satisfaction d'une femme qui avait enfin pris sa revanche. Mais elle restait là, paisible comme un lac après la tempête. « Vous n'êtes pas heureuse ?» demanda-t-il. Evelyn se tourna pour le regarder, ses yeux clairs comme jamais. « Je ne voulais pas qu'il souffre. Je voulais qu'il arrête. Ce sont 2 choses différentes. » Alexander se tut un instant, retournant cette phrase dans son esprit. Dans son monde, la vengeance était 100% douleur pour douleur, mais elle lui avait appris une autre sorte de vengeance. Celle qui ne laissait pas de sang sur les mains, mais détruisait encore plus complètement. « Savez-vous ce qui vous rend différente? Le savez-vous? » dit Alexander, sa voix plus douce que d'habitude. « Vous ne laissez pas la haine vous dévorer vivante. » Evelyn regarda à nouveau l'écran où les nouvelles repassaient encore les images de Price emmenées. « Je l'ai laissé me dévorer vivante assez longtemps, dit-elle. 2 ans dans la rue, ça suffit. »
Une semaine passa comme un rêve. Les ondes de choc du scandale Jonathan Price se propagèrent à travers l'Amérique et Evelyn Carter se tenait au centre de cette tempête. Non pas comme une coupable disgraciée, mais comme une victime enfin innocentée. La presse publia des excuses. Le New York Times, le journal qui avait autrefois publié l'histoire de son accusation de vol de secrets commerciaux, affichait maintenant un grand titre, Une ingénieure de génie piégée, une histoire d'injustice et le pouvoir de la vérité. Le Washington Post publia un article d'investigation détaillé sur la façon dont Jonathan Price avait mis en scène de fausses preuves pour la détruire. Motors, maintenant dans le chaos sous un conseil intérimaire, admit publiquement qu'Evelyn Carter était totalement innocente et publia des excuses officielles. Les brevets qu'elle avait développés lui furent rendus avec la pleine propriété restaurée. Et Stanford, l'école dont elle était diplômée avec 2 diplômes d'ingénieur, la contacta pour l'inviter à revenir enseigner. Evelyn était assise seule dans le salon VIP de l'Empire Quint, entourée de piles de journaux et d'une tablette affichant des dizaines d'articles. Elle lisait chaque ligne, chaque mot. Son nom n'était plus associé à accusé ou présumé. Au lieu de cela, il venait avec vindicative, ingénieure brillante, survivante. Quelque chose se brisa dans sa poitrine, mais pas le genre de brisure qui fait mal. Le genre qui arrive quand les murs que vous avez construits pendant 2 ans pour vous protéger s'effondrent enfin parce que vous n'en avez plus besoin. Le nouveau téléphone qu'Alexander lui avait acheté commença à vibrer. Evelyn regarda l'écran. Un numéro inconnu, un indicatif du Nebraska. Son cœur s'accéléra. Elle fixa l'écran, son doigt hésitant au-dessus du bouton de réponse. 2 ans. 2 ans sans un seul appel de sa famille. Ils n'appelaient pas. Elle les n'appelait pas. Un silence comme un abîme sans fond entre eux. Elle appuya sur répondre. Allô? Silence à l'autre bout, puis des sanglots. Les sanglots étouffés d'une femme qui avait retenu ses larmes trop longtemps. Evelyn, tu es là? La voix, c'est de sa mère. Evelyn ne pouvait pas parler, sa gorge serrée comme si quelqu'un la pressait fort. Mon bébé, pleura sa mère. Je suis désolé, je ne t'ai pas cru. J'ai lu les nouvelles. J'ai tout vu, Le reste de la phrase disparut sous le bruit de ses larmes. Evelyn sentit quelque chose de chaud rouler sur sa joue. Des larmes. Pour la première fois en 2 ans, elle pleura. Pas de douleur, pas de désespoir, mais d'être aimée. Du simple fait qu'après tout, sa mère avait enfin appelé. Maman, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je vais bien maintenant. J'aurais dû te croire. Sa mère continuait de pleurer. Je suis ta mère. J'aurais dû être avec toi. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je te pardonne, dit Evelyn, et elle se surprit à réaliser que c'était vrai. Elle lui pardonnait, non pas parce que sa mère le méritait, mais parce qu'Evelyn avait besoin d'être libérée du poids du ressentiment. Je rentrerai bientôt à la maison. L'appel se termina, mais Evelyn resta là où elle était, le téléphone pressé contre sa poitrine, les larmes coulant toujours. Elle ne réalisa pas qu'Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, qu'il avait été là pendant tout l'appel. Il n'interrompit pas. Il ne parla pas. Il resta seulement là tranquillement, respectant le moment le plus privé de sa vie. Quand Evelyn essuya ses larmes et leva les yeux, elle le vit enfin. Alexander entra et s'assit sur la chaise en face d'elle. « Vous pouvez retourner dans le Nebraska, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Reconstruire votre ancienne vie, retourner à Stanford, travailler pour n'importe quelle entreprise que vous voulez. Avec votre nom restauré, vous pouvez tout avoir. » Evelyn le regarda, ses yeux encore bordés de rouge, mais éclairés par quelque chose de plus fort que les larmes. « L'ancienne vie est partie, » dit-elle lentement. « Je ne suis plus cette personne. La femme naïve qui croyait que le travail acharné suffisait. Celle qui pensait que le système la protégerait si elle faisait tout bien. » Elle se leva et marcha vers la fenêtre donnant sur Chicago. « Je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui compte plus. » Elle se retourna, regardant droit dans les yeux d'Alexander. « Et je veux le construire ici. » Ce n'était pas une déclaration d'amour. Evelyn le savait, et Alexander le savait aussi. Mais c'était un engagement, une promesse qu'elle resterait, que peu importe ce que l'avenir réservait, elle avait choisi de se tenir ici à ses côtés dans ce monde chaotique. 2 jours plus tard, Evelyn reçut une invitation au bureau privé d'Alexander pour discuter de l'avenir.
Elle entra dans la vaste pièce au dernier étage du bâtiment, où les fenêtres offraient une vue imprenable sur tout Chicago. Elle avait changé. Plus de vêtements déchirés ou de cheveux emmêlés. Maintenant, elle portait une tenue de bureau simple mais soignée. Ses cheveux attachés proprement, le dos droit, la démarche confiante, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, incassables, insoumis. Elle était toujours elle-même. Seulement maintenant, la poussière de la rue ne la recouvrait plus. Alexander était assis derrière un bureau en chêne noire et lui fit signe de prendre la chaise en face de lui. Il ne tourna pas autour du pot. Il dit qu'il voulait l'embaucher à n'importe quel poste qu'elle souhaitait. Directrice de la technologie, chef de la recherche et du développement, directrice technique, elle pouvait choisir. Il se pencha en avant et lui dit de nommer son salaire. N'importe quel chiffre. Evelyn resta silencieuse un moment, puis secoua la tête et dit qu'elle n'avait pas besoin d'un emploi. Alexander haussa les sourcils, véritablement surpris pour la première fois depuis leur rencontre, et demanda ce qu'elle voulait alors. Quelque chose de plus grand, dit Evelyn. Elle se leva, marcha vers la fenêtre et regarda la ville. En bas, Chicago s'étendait avec ses gratte-ciels et ses routes bondées. Mais elle savait que dans les coins que personne ne regardait, il y avait des milliers de personnes, comme elle l'avait été, invisibles, oubliées. Elle dit qu'elle voulait construire un refuge pour l'innovation, pas un refuge ordinaire où les gens avaient seulement un endroit pour dormir une nuit, mais un centre pour découvrir les talents, combinant logement, formation technique, mentorat et financement de démarrage pour les personnes que le système avait laissées pour compte. Alexander ne parla pas. Il écouta seulement avec une concentration absolue. Evelyn continua. Dans le refuge où je restais, j'ai rencontré un médecin qui avait été déchu de sa licence à cause d'une erreur administrative, pas médicale. 15 ans de pratique, sauvant des milliers de vies, et il a tout perdu parce qu'un formulaire avait été mal rempli. Sa voix baissa. J'ai rencontré un programmeur, un ancien prisonnier. Il avait payé pour une erreur de jeunesse, mais personne ne voulait lui donner une seconde chance. Il écrivait un code plus propre que n'importe qui que j'ai jamais vu, mais aucune entreprise ne voulait même le regarder une fois qu'il voyait un casier judiciaire. Elle fit une pause, puis dit qu'elle avait aussi rencontré une professeure de physique qui enseignait dans une grande université, mais qui avait été licenciée quand ils avaient découvert qu'elle avait été traitée pour une maladie mentale. La maladie avait disparu depuis des 10 ans, mais la stigmatisation n'avait jamais disparu. Evelyn regarda droit dans les yeux d'Alexander et dit « Tous étaient des génies dans leur domaine. Tous étaient gâchés, dormant sur les trottoirs, faisant la queue pour des repas de charité, pendant que le monde continuait de se plaindre d'une pénurie de talent. » Elle retourna au bureau et sortit une pile de papier froissé de son sac, de vieilles pages de journaux, le dos de reçu, des serviettes de restaurant, même le couvercle d'une boîte à pizza. Elle les posa sur le bureau devant Alexander et dit que c'étaient les brevets qu'elle avait développés au cours des 2 dernières années. Dans la bibliothèque publique, sur des bancs de parc, sous les lampadaires quand elle n'avait nulle part où dormir. Alexander prit les papiers et ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'étaient pas les gribouillages frénétiques d'une folle. C'étaient des conceptions techniques détaillées, précises, entièrement réalisables. Un nouveau système énergétique utilisant la chaleur résiduelle des bâtiments. Un système de refroidissement par IA qui pourrait réduire la consommation d'électricité des centres de données de 50%. Une technologie de stockage quantique qui pourrait révolutionner le stockage de données. Il commença à parler, puis ne put finir. Elle avait fait ça alors qu'elle était sans abri, demanda-t-il. 5 brevets, dit Evelyn en hochant de la tête. D'une valeur estimée à 8 millions de dollars s'ils sont vendus à de grandes entreprises technologiques. Elle pouvait les vendre, redevenir riche depuis le début, vivre une vie confortable. Elle reprit les papiers de ses mains et dit qu'au lieu de cela, il pourrait les utiliser pour construire quelque chose qui changerait tout le système, afin que des gens comme elle, comme ce médecin, comme ce programmeur, comme cette professeure, puissent avoir la seconde chance qu'ils méritaient. Elle ne cligna pas des yeux en lui disant qu'elle choisissait la deuxième voie. Alexander posa sa main sur le bureau et resta silencieux un long moment. Puis il parla lentement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose au-delà des limites de ses propres instincts. Il dit qu'elle ne voulait pas d'argent, ne voulait pas de pouvoir, ne voulait pas de vengeance, même si elle avait toutes les raisons de haïr le monde entier,
et il demanda si elle voulait changer le monde. Evelyn répondit qu'elle voulait que personne ne traverse ce qu'elle avait traversé. Sa voix plus douce mais toujours stable. Elle dit que sa tragédie n'était pas 2 ans de sans-abrisme. Elle avait survécu à ça. La tragédie était que le monde l'avait gâché pendant 2 ans et continuait de gâcher des millions d'autres chaque jour. Combien d'inventions ne seraient jamais créées? Combien de maladies ne seraient jamais guéries? Combien de problèmes ne seraient jamais résolus? Parce que les gens qui pouvaient le faire étaient allongés sur les trottoirs, jugés sur leurs vêtements au lieu de leur esprit. Alexander plia les papiers et les posa. Il regarda Evelyn avec une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement lire. Du respect, certainement, mais autre chose aussi. Il lui dit qu'elle savait ce qu'était son organisation. Elle savait d'où venait son argent. Elle savait que ses mains n'étaient pas propres. Puis il se pencha en avant, sa voix baissant, et demanda si elle voulait toujours travailler avec lui. Evelyn n'hésita pas. « Je sais qui vous êtes. Je sais d'où vient l'argent. Mais je sais aussi que vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'a fait. Et je crois que les gens peuvent changer. » Alexander la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Bien, je financerai le refuge pour l'innovation à 100%. Tous les coûts de construction, d'exploitation, de personnel, tout. » Il se leva, s'approchant d'elle. « Mais j'ai une condition. Vous devez être celle qui dirige, PDG. Pleine autorité sur tout ce qui concerne le refuge. Je ne suis que le sponsor. Je n'interférerai pas avec la façon dont vous le gérez. » Il fit une pause. « Et vous devez rester à Chicago. » Evelyn sentit le poids de cette dernière phrase. Ce n'était pas seulement une condition commerciale. C'était une offre de rester à ses côtés. « J'accepte, dit-elle. Mais j'ai une condition aussi. » Alexander haussa un sourcil attendant. « Votre organisation doit devenir légale, progressivement. » Evelyn dit cela sans détour. « Je ne peux pas construire un avenir pour les gens que le système a oubliés sur une fondation de ténèbres. Le refuge pour l'innovation doit être propre, et pour qu'il soit propre, l'argent doit être propre. » Un silence de mort remplit la pièce. Alexander se tenait immobile comme une statue de pierre. Evelyn savait ce qu'elle venait de demander. L'empire d'Alexander avait été bâti dans l'obscurité pendant 15 ans. Transport, racket de protection, blanchiment d'argent. C'était l'épine dorsale de l'empire Kane. Devenir légal signifiait tout abandonner. Le pouvoir, l'argent, le contrôle absolu sur lequel il avait vécu. À l'intérieur d'Alexander, la guerre faisait rage. La vieille voix rugissait. « Es-tu fou? 15 ans à construire ça, et tu vas le brûler pour une femme? » Mais il y avait une autre voix, plus petite mais plus claire qu'elle ne l'avait jamais été. 15 ans à vivre dans le noir. 15 ans à regarder par-dessus son épaule chaque jour. 15 ans incapable de faire confiance à qui que ce soit. Seul jusqu'à l'os. Était-ce vivre ou juste survivre? Devenir légal signifiait aussi la liberté. Plus de FBI qui surveille. Plus d'ennemis essayant de le tuer. Plus de vie dans une forteresse et de sommeil avec une arme sous l'oreiller. « Vous me demandez de tout changer ?» dit finalement d'Alexander, sa voix profonde et lourde. « Je vous demande de construire quelque chose de mieux, » répondit Evelyn, ne reculant pas. « Vous pouvez continuer de la même manière, riche, puissant et seul jusqu'à votre dernier jour, ou vous pouvez essayer une route différente, la route que votre père voulait probablement que vous preniez. » Alexander tressaillit à la mention de son père. Elle avait touché le point le plus faible en lui, et elle le savait. Mais ce n'était pas de la manipulation, c'était de la vérité. Il marcha vers la fenêtre, tournant le dos à Evelyn, fixant Chicago sombrant dans le crépuscule. Le silence s'étira. 1 minute, 2 minutes. Evelyn ne le poussa pas. Elle savait que c'était la plus grande décision de la vie d'Alexander Kane. Elle lui donnerait le temps dont il avait besoin. Enfin, Alexander se retourna et quelque chose avait changé dans ses yeux. Pas aussi froid qu'avant. Quelque chose de plus doux, de plus chaud. « D'accord, dit-il lentement. Mais nous le ferons. Fondation Kane. Ce sera le nouveau nom, légal, et le refuge pour l'innovation sera le premier projet. » Evelyn eut l'impression que quelqu'un avait soulevé une pierre de 500 kilos de sa poitrine. Elle se leva et marcha vers la fenêtre à côté de lui. « Merci, dit-elle doucement, de croire en moi. » Alexander se tourna vers elle, la distance entre eux n'étant que de quelques centimètres. « Savez-vous que vous m'avez changé? » demanda-t-il, sa voix baissant. « Avant de vous rencontrer, je pensais que la force ne venait que sous une seule forme, violence, contrôle, peur.
Vous m'avez montré qu'il y a une autre sorte de force. Evelyn sourit faiblement. Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'a fait. Vous m'avez vu quand le monde entier ne voyait qu'une sans-abri. Nous nous sommes changés l'un l'autre. Ils restèrent là à se regarder dans les yeux, et le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Puis Alexander se pencha et ses lèvres touchèrent les siennes. Pas un baiser cinématographique explosif, doux, tendre, comme une promesse, comme deux personnes qui avaient traversé leur propre enfer privé et s'étaient finalement trouvées de l'autre côté. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Pas besoin de mots. Le refuge pour l'innovation sera construit du côté ouest, dit Alexander, sa voix plus chaude qu'elle ne l'avait jamais été. Juste là où je vous ai trouvé, où vous dormiez dans la rue. Evelyn hocha la tête, les yeux brillants. Rachel sera la conseillère technique. Marcus s'occupera de la sécurité. Et vous? Alexander prit sa main. Vous serez la PDG et la femme à mes côtés. Ils se tinrent près de la fenêtre, regardant Chicago, alors que les lumières s'allumaient lentement dans le coucher du soleil. La ville scintillait comme une peinture faite de lumière. Chicago est magnifique la nuit, dit Evelyn doucement. Alexander la regarda, un rare sourire s'étalant sur sa bouche. Pour la première fois, je le remarque. Un an plus tard, le bâtiment du refuge de l'innovation se dressait haut dans l'ouest de Chicago, exactement à l'endroit où Evelyn Carter avait dormi sur le trottoir lors des nuits d'hiver glaciales. Le bâtiment moderne, avec sa façade en verre étincelant, reflétant la lumière du soleil, portait une grande enseigne qui disait « Refuge de l'innovation, où le potentiel devient un but ». Aujourd'hui, c'était l'inauguration officielle. Les invités étaient venus de partout. Le maire de Chicago était assis au premier rang. Les journalistes des plus grands journaux d'Amérique se pressaient avec caméras et micros. Les PDG des principales entreprises technologiques étaient présents, non par courtoisie, mais parce qu'ils voulaient recruter des talents de cet endroit. Et surtout, des centaines d'anciens sans-abri avec leurs familles étaient assis dans l'auditorium, les visages rayonnants d'un nouvel espoir. Evelyn monta sur scène. Elle n'était plus la femme en haillons aux cheveux emmêlés qu'elle avait été à l'époque. Elle portait un élégant tailleur gris, ses cheveux soigneusement brossés, sa présence confiante, mais portant toujours l'humilité qui était devenue une partie d'elle. Elle était une PDG respectée, mais elle n'avait jamais oublié qui elle était. Il y a un an, commença Evelyn, sa voix portant à travers la salle. Je dormais sur le trottoir, à quelques pas d'ici, juste à l'endroit où ce bâtiment se dresse maintenant. Elle fit une pause, laissant le public ressentir le poids de cette phrase. J'avais 2 diplômes de Stanford et 5 brevets. Mais le monde ne voyait que mes vêtements déchirés. Il voyait une sans-abri, pas une ingénieure. Il voyait un problème à éviter, pas une solution attendant d'être utilisée. Elle regarda à travers l'auditorium. Aujourd'hui, nous changeons cela. Pas en donnant un poisson à quelqu'un, mais en voyant qui il est vraiment et en lui donnant la chance de briller. Les applaudissements roulèrent comme le tonnerre. Evelyn sourit et présenta les 3 premiers résidents du refuge à monter sur scène. Le Dr Michael Torres, qui avait autrefois perdu sa licence à cause d'une erreur administrative pas médicale, était maintenant le directeur médical du refuge de l'innovation. James Liu, le programmeur et ancien prisonnier dont aucune entreprise ne voulait même regarder la candidature, avait maintenant une application que Google venait d'acquérir. Et la professeure Sarah Mitchell, qui avait été licenciée à cause de la stigmatisation autour de la maladie mentale, enseignait maintenant à 50 étudiants chaque semaine. Ils se tenaient là comme la preuve vivante que le potentiel ne disparaît jamais. Il attend seulement d'être réveillé. Alexander était assis au premier rang, regardant Evelyn avec une fierté non dissimulée. La Fondation Kane était maintenant la plus grande organisation caritative légale de Chicago. Les opérations souterraines avaient été considérablement réduites. 60% de l'Empire avait été légalisé. Il changeait pas à pas, tout comme il le lui avait promis. Sur le grand écran derrière la scène, les titres des nouvelles défilaient. Daniel Foster avait été arrêté, son empire s'effondrant complètement après avoir perdu le soutien de Jonathan Price. Et Price, l'homme qui avait détruit la vie d'Evelyn, purgeait maintenant une peine de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Velocity Motors avait fait faillite, ses actifs utilisés pour indemniser les victimes. Après la cérémonie, quand la foule se fut dispersée, Evelyn et Alexander se tinrent devant la Koenigsegg Jesco Absolute,
La même voiture qui les avait réunis un an plus tôt. L'usine l'avait réparée impeccablement, mais une petite marque dans le compartiment moteur restait. Je leur ai dit de la laisser, dit Alexander, pointant l'endroit où elle avait été réparée avec un crayon et du ruban adhésif, pour me rappeler ce jour fatidique. Evelyn eut un rire doux, le bout de ses doigts effleurant la trace du passé. Qu'avez-vous pensé ce jour-là quand vous m'avez vu? Demanda-t-elle. Que j'étais folle ou une escroc? Alexander la regarda, ses yeux plus chauds que jamais. Que peut-être l'univers me donnait une chance de faire confiance à quelqu'un, une chance de changer. Il laissa échapper un lent soupir. J'ai failli la rater. J'ai failli appeler la sécurité. J'ai failli ne jamais découvrir qui vous étiez. Mais vous ne l'avez pas fait. On ne pas chauffé. Je dit Evelyn doucement, pour la meilleure décision de ma vie. Ils restèrent ensemble en silence un moment. Evelyn pensa aux chiffres. 237 personnes avaient reconstruit leur carrière grâce au refuge de l'innovation. 12 nouveaux brevets avaient été déposés par des résidents. Le modèle était en cours d'expansion dans 5 autres villes, dont New York, Los Angeles, Houston, Seattle et Miami. La valeur totale créée pour l'économie était estimée à plus de 5 millions de dollars. Mais pour elle, ces chiffres importaient moins que les visages, les sourires des gens qui avaient retrouvé l'espoir, les larmes des familles réunies. Combien de personnes là-bas attendent que quelqu'un les voie vraiment? Demanda Evelyn, la voix lointaine. Trop, répondit Alexander. C'est pour ça qu'on continue. Ils montèrent dans la voiture. Alexander démarra le moteur et le rugissement familier s'éleva. La Koenigsegg glissa dans les rues de Chicago, se dirigeant vers le coucher du soleil, peignant l'horizon en rouge. À la radio, la voix du présentateur se fit entendre. Bonne nouvelle pour ceux qui s'inquiètent du sans-abrisme. Le modèle du refuge de l'innovation de Chicago est envisagé pour une adoption nationale après un succès extraordinaire lors de sa première année d'exploitation. Evelyn regarda par la fenêtre et sourit. La ville scintillait dans la lumière tardive, les hauts bâtiments reflétant le coucher du soleil comme s'ils étaient brossés d'or. Alexander prit sa main et la serra doucement. Elle se tourna pour le regarder et à ce moment-là, ils surent tous les deux que leur voyage ne faisait que commencer, car parfois tout ce dont une personne a besoin, c'est que quelqu'un d'autre voit qui elle est vraiment. Et parfois, ce quelqu'un est la personne à laquelle on s'attendrait le moins. L'histoire d'Evelyn et d'Alexander n'était pas seulement une histoire d'amour ou de rédemption. C'était un rappel que chacun de nous peut être l'Alexander de quelqu'un. Celui qui offre une opportunité au lieu d'un jugement. Et chacun de nous peut aussi être Evelyn, celle qui refuse de laisser les épreuves la définir, celle qui transforme la douleur en force pour changer le monde. La valeur d'une personne ne réside pas dans les vêtements qu'elle porte, l'adresse où elle vit ou le solde de son compte bancaire. La vraie valeur vit dans l'intelligence, dans le cœur, et dans ce qu'une personne peut apporter au monde si on lui en donne la chance. Si cette histoire a touché votre cœur aujourd'hui, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement de notre chaîne, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo pour que plus de gens puissent l'entendre. Chaque jour, nous vous apportons des histoires inspirantes comme celle-ci. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Que ressentez-vous à propos de cette histoire? Avez-vous déjà été jugé sur votre apparence au lieu de votre réelle capacité? Ou avez-vous déjà été la personne qui a offert une chance à quelqu'un d'autre quand personne d'autre ne l'a fait? S'il vous plaît, partagez dans les commentaires ci-dessous. Nous chérissons chaque mot qui vient du plus profond de votre cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Merci d'être avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.